La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance des décisions de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. Du jour au lendemain, notre principal partenaire stratégique a dit qu'il nous laisse, créer un vide qu'il fallait boucher. Toutes les emprises laissées devaient être prises par notre armée. Cela a nécessité un changement total dans la stratégie de financement de nos activités. Parce que nous sommes dit que d'abord et avant tout, la sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde en est fier. Mais ça a eu un prix, un coût à payer. C'est qu'on a eu le sentiment qu'on a délaissé les autres secteurs. Nous avons eu comme conséquence une situation internationale polluée autour de nous. On a été soumis, je l'ai dit dans mes discours sans exagération, à une sorte de terrorisme politique, diplomatique, médiatique, pour nous faire changer d'option. Vous aurez constaté que souvent dans mes interventions, en parlant du président de la transition et du gouvernement, je parle aussi du président du Conseil national de transition et des membres du Conseil national de transition. Quelqu'un m'a même interpellé un jour en disant « Mais au nom de quoi vous parlez du Conseil national de transition ?» Je lui ai dit que je le fais simplement parce que mon intime conviction, c'est que le CNT et le gouvernement, c'est les deux pieds sur lesquels marche la transition. Le gouvernement seul ne peut pas réussir. Il ne réussira que lorsqu'il a le soutien du Conseil national de transition. Il tire sa légitimité, c'est vrai, du combat mené par les Maliens, de la confiance du président, mais aussi, je voudrais juste rappeler qu'un gouvernement, c'est une équipe. Dès l'abord, nous avons dit que la priorité des priorités, c'est d'abord la sécurité. Sans la sécurité, rien n'était possible. Sans la sécurité, il n'y a pas de politique. Il n'y a même pas, on ne peut même pas appliquer de façon raisonnable sa religion. On ne peut pas dormir. On ne peut rien entreprendre. Et donc, le top priorité dès le départ, au niveau du gouvernement, c'est de donner à notre armée tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse amener un niveau de sécurité acceptable pour que les autres réformes, les autres initiatives du gouvernement puissent être mises en œuvre. Mais mesdames et messieurs, pour bien comprendre et apprécier l'action du gouvernement, il faut le situer dans un contexte. Toute action politique déconnectée de son contexte peut ne pas avoir une bonne appréciation. Vous vous souviendrez qu'au lendemain de l'installation de ce gouvernement, il a été nommé le 7 juin, le premier conseil des ministres, c'est le 11 juin 2021. Et nous avons pris l'engagement de nous présenter devant vous dans 6 semaines. Mais entre-temps, la donne a changé complètement sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Notre pays s'est trouvé face à plusieurs crises. La crise sécuritaire qui est la déterminante, qui a pris une dimension qui n'était pas celle que nous attendions. C'est la même armée qu'on avait, c'est les mêmes hommes, c'est le même pays. On n'a pas changé d'hommes, c'est les mêmes militaires. Qu'est-ce qui a changé en un an? C'est le leadership. C'est parce que le chef suprême des armées, le président de la transition, tout le gouvernement autour de lui a décidé de faire un virage stratégique, historique, pour que plus jamais notre armée ne soit à demander des appuis lorsque des soldats sont attaqués pendant des heures. Pendant des heures et des heures, il n'y a pas d'appui. Ils tombent par dizaines. On ne peut pas rapatrier leur corps. Nous avons décidé de mettre fin à cette dépendance. Et ça, il fallait en payer le prix et le coût. Et c'est ce que nous avons payé. Il faut intégrer cette dimension dans toutes les appréciations des actions du gouvernement. Il y avait des choix à faire. Premièrement, affirmer la souveraineté de l'État malien. Deuxièmement, faire face aux obligations vis-à-vis des syndicats. Troisièmement, faire en sorte que notre économie ne tombe pas. Il fallait investir dans le secteur agricole. Quatrièmement, il fallait mener une diplomatie active. Si nécessaire, aller
à la confrontation stratégique pour que le message du Mali soit entendu là où il faut. Quitter les salles de réunion, les salles de conférence pour porter le message du Mali là où il faut pour que le monde entier l'entende. Voici la situation d'ensemble dans laquelle nous nous sommes retrouvés. À la date d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le dire, ni peur de le dire. Vous avez la question relative à la CEDEAO. Vous savez, la question avec la CEDEAO, nous nous sommes largement répandus là-dessus. Nous avons dit que pour que le Mali ait une chance de faire une transition et installer les autorités civiles, et que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique, nous devons tirer les leçons de l'échec des transitions passées. Vous vous souviendrez qu'après la crise politique post-électorale de 2018, c'est la CEDEAO qui a envoyé une mission de haut niveau au Mali, qui a déposé un rapport en octobre 2018 et qui a demandé de ne plus faire d'élections au Mali, de ne plus faire d'élections sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement n'a fait que reprendre ça parce que ces réformes n'avaient pas été faites. Vous avez aussi la problématique de l'union sacrée. Il y a des honorables qui sont revenus là-dessus. Là, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque les Maliens se sont soulevés, c'est un rappel, mais qui est nécessaire pour fixer les lignes du débat. Il y avait 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. La première revendication, c'est la sécurité. Personne ne discute aujourd'hui, personne ne remet en cause ce qui est fait. La deuxième revendication, c'est la nécessité de réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde peut réviser les slogans des manifestants. La troisième, peut-être pas dans l'ordre, c'est la nécessité d'organiser des élections transparentes, créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Étant donné que la crise politique qui a abouti au changement de régime est partie des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la population. La quatrième revendication, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Voilà les 4 revendications majeures qui servent de boussole au gouvernement de transition. Et donc, le débat en réalité avec la CEDEAO a bloqué parce que jusqu'à une date récente, on voulait ramener la transition à l'organisation des élections. Le gouvernement a tenu ferme et aujourd'hui, je crois que personne ne discute le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation des élections. La question maintenant, quelles réformes il faut faire? Jusqu'où les réformes peuvent aller? Sur ces questions, il y a des divergences de fond qui ont fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente. Parce qu'il y a une partie de la classe politique, il ne faut pas le nier, qui voulait ramener la transition aux élections, au motif que le gouvernement aurait pris des engagements, au motif qu'un agenda a été publié. Quand l'agenda a été publié en avril 2021, avant la rectification de la transition, la Constitution était prévue d'être votée en septembre-octobre 2021. Tous les Maliens savaient très bien que ce n'était pas faisable. Il s'agissait de donner des gages pour rassurer la communauté internationale. Nous avons décidé de tenir le discours de la vérité. Nous avons dit à la communauté internationale qu'on ne peut pas tenir les élections dans cette période. Le président de la transition a insisté, a instruit au gouvernement de rechercher de façon obstinée le consensus autour des réformes qu'il faut faire pendant la transition. De chercher l'inclusivité. 5 mois ont été, j'allais dire, perdus. Parce que de toute façon, une partie de la classe politique qui n'a pas accepté de changer de position est restée dans sa position jusqu'au bout. En novembre, le président de la transition lui-même, chef de l'État, est descendu dans l'arène pour rencontrer les différents regroupements, pour leur dire qu'il souhaite qu'ils participent aux assises nationales de la refondation, pour qu'on rebâtisse le Mali sur de nouvelles bases. Tous les Maliens. Il y en a qui ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? 4 mois. Les assises étaient prévues pour être tenues en août. La recherche de l'inclusivité nous a amenés jusqu'en décembre. Quand elles se sont tenues, le peuple s'est exprimé. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout, mais vous savez la suite.